Alors, on va commencer. Du coup, dans cette session, je vous présente Grazia Sabatino, qui est sage-femme libérale à Marseille et qui est spécialisée depuis plusieurs années en cicatrisation et douleur. Voilà. Elle est aussi présidente de l'association Périonis. Voilà, je te laisse commencer. Merci Gabrielle. Bonjour à tous. Alors, déjà, voilà. Donc, on va démarrer la session avec un premier topo sur le b.a.-ba de la cicatrisation. Ce qui est important pour bien soigner une plaie, c'est avant tout de la comprendre. La cicatrisation, c'est un processus biologique naturel de réparation des lésions au niveau des tissus qui comprend un ensemble de processus de régénération, de réparation, que l'on peut décomposer en plusieurs étapes, qu'on peut décomposer en 5 étapes. La première qui est la réponse vasculaire, ensuite on a l'hémostase, l'inflammation, ensuite le processus de bourgeonnement, processus de prolifération cellulaire, et puis la dernière étape qui est l'épidermisation, la contraction de la plaie et le remodelage tissulaire. Donc bien sûr, la cicatrisation fait intervenir un nombre important de cellules, que ce soit des cellules de l'immunité, de l'inflammation, de l'hémostase, qui interagissent entre elles via la sécrétion, la synthèse de médiateurs chimiques. Donc d'abord, on a la réponse vasculaire. La réponse vasculaire, l'objectif, ça va être de limiter les pertes de liquide liées à la rupture des vaisseaux superficiels, mais aussi d'éliminer d'éventuels corps étrangers. Donc la première étape, c'est la vasoconstriction, qui permet de réduire, de diminuer ou d'arrêter au plus vite le saignement en favorisant l'agrégation plaquettaire et la mise en place de la deuxième étape, qui est l'étape de l'hémostase. Donc là, lors de l'hémostase, l'organisme il est confronté à plusieurs enjeux. Il faut à la fois arrêter le saignement, mais aussi permettre la cicatrisation en apportant sur le site de la plaie des éléments cicatrisants. Donc les objectifs, on comble la brèche pour éviter les fuites, mais aussi on doit mettre en place des conditions optimales pour la poursuite de la cicatrisation. Donc on a l'hémostase primaire qui démarre dès la première phase, c'est une réponse d'urgence. Puis on a l'hémostase secondaire, qui est une véritable cascade chimique qui fait intervenir différents éléments qui interagissent, qui s'activent successivement pour conduire à la transformation, si on voit, donc de la prothrombine, qui est une protéine de la coagulation, en thrombine, enzyme de la coagulation, qui elle-même va permettre de transformer le fibrinogène, facteur de coagulation du plasma sanguin, en fibrine, donc une protéine filamenteuse. Cette fibrine va ensuite se former un réseau consolidé qui va s'agréger aux plaquettes pour former le caillot fibrino-plaquettaire. Les actrices principales de cette phase, ce sont les plaquettes qui vont permettre aussi d'attirer via la production de médiateurs chimiques les cellules de l'inflammation qui interviennent dans l'étape numéro 3. Et les plaquettes, une fois que le caillot fibrino-plaquettaire est bien stabilisé, les plaquettes libèrent de la thromboxane A2 responsable d'une vasodilatation qui va permettre l'arrivée sur le site de la plaie d'éléments permettant le maintien de l'asepsie locale, la survie cellulaire et aussi la structuration du caillot. Vasodilatation qui est ensuite maintenue par les cellules de la phase suivante, donc les cellules inflammatoires. Le caillot fibrino-plaquettaire, il a un rôle très important puisqu'il va permettre de fermer définitivement la plaie, mais aussi de permettre le processus donc la cicatrisation dans un milieu qui est protégé. Voilà. Donc après, il y a aussi, en même temps qu'il y a la coagulation, il va y avoir un phénomène de fibrinolyse qui permet de maintenir, de réguler le caillot fibrino-plaquettaire pour qu'il ne s'étende pas trop non plus. Et c'est surtout à la fin de la cicatrisation qu'une enzyme protéolytique, la plasmine, viendra du coup permettre de dissoudre le caillot fibrino-plaquettaire. Donc on a ensuite l'étape numéro 3, qui est la phase inflammatoire. Donc la réaction inflammatoire se caractérise par un érythème et de la chaleur, du fait de la vasodilatation qui entraîne en fait une augmentation du local du débit sanguin. On va avoir aussi un œdème lié à la fuite du plasma sanguin du fait de l'augmentation de la perméabilité vasculaire au niveau de la plaie. Et on aura aussi de la douleur du fait de la compression des fibres nerveuses locales par l'œdème. Et dernière chose, on a une perte de la fonction barrière de la peau liée à la brèche cutanée.
Donc l'inflammation, elle fait intervenir de nombreuses cellules, dont les polynucléaires neutrophiles, qui vont avoir ce rôle de venir détruire les éléments étrangers à la plaie, les bactéries, mais aussi de nettoyer les débris cellulaires. Les polynucléaires neutrophiles ont aussi pour rôle d'attirer les autres cellules de l'inflammation qui vont intervenir, dont les macrophages. Donc en fait, ce sont les monocytes, les globules blancs qui, attirés aussi par les plaquettes, vont se différencier donc, globules blancs se différencient en macrophages qui vont phagocyter les polynucléaires neutrophiles. Pareil, les corps étrangers et aussi les débris cellulaires, et qui vont aussi produire, les macrophages produisent des cytokines inflammatoires ainsi que des facteurs de croissance pour permettre la poursuite de la cicatrisation. On a aussi les mastocytes qui sont importants dans cette étape-là, qui libèrent de l'histamine à l'origine de l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Et puis on a aussi les lymphocytes, mais qui interviennent plus tardivement, qui apparaissent au niveau de la plaie plutôt à partir de 7 jours, mais qui interviennent dans un second temps s'il y a persistance de germes au niveau de la plaie et que les autres cellules inflammatoires n'ont pas pu réguler. L'étape numéro 4, donc, c'est la prolifération cellulaire ou le bourgeonnement. Donc là, à ce stade-là, la plaie est fermée, elle est propre, donc on va pouvoir avoir réparation tissulaire. Les acteurs principaux, ce sont les fibroblastes, qui vont être activés par donc les plaquettes, les macrophages, les mastocytes et certains lymphocytes. Les fibroblastes, ils vont avoir pour rôle de réparer le tissu, ils vont produire un tissu de granulation, ils vont synthétiser aussi de la matrice extracellulaire et ils vont proliférer sous l'influence d'un facteur de croissance qui est le PDGF, produit par les plaquettes. Les fibroblastes aussi, ce qui est important dans cette phase, c'est qu'ils aient la possibilité de migrer pour pouvoir assurer donc la réparation tissulaire. Une migration qui se fait du fait de la pression partielle en oxygène, puisque les fibroblastes vont se déplacer de la zone non lésée qui est riche en oxygène vers la zone lésée qui est pauvre en oxygène. On a aussi l'intervention de la fibronectine et de la fibrine dans la migration des fibroblastes. Fibrine qui doit rester en quantité modérée. Donc là aussi, il y a un phénomène de fibrinolyse pour qu'elle ne soit pas trop importante et qu'elle pose donc un problème à la migration des fibroblastes. Et l'intense activité des fibroblastes dure environ 3 semaines. En même temps donc, de la réparation des tissus, on a aussi une néoangiogénèse qui permet l'arrivée sur le site de la plaie d'oxygène, d'acides aminés, de vitamines nécessaires à la réparation du tissu. Ensuite, l'étape numéro 5 qui est l'épidermisation. On a la contraction de la plaie et le remodelage. Donc l'épidermisation, c'est en fait, on va avoir une libération des cellules épidermiques situées aux berges de la plaie. Sous l'influence, donc les kératinocytes, une fois libérés, vont pouvoir se déplacer sous l'influence d'enzymes. Et c'est là où on va observer donc un clivage entre le caillot fibrinoplaquettaire et le tissu sous-jacent. La contraction de la plaie se fait une fois que le tissu de granulation est complètement constitué et qu'il y a eu réépidermisation. Et en fait, ce qui va se passer, ce sont les fibroblastes qui vont se différencier en myofibroblastes, qui vont acquérir une capacité de contraction, qui va permettre une capacité musculaire. Donc on va avoir une contraction de la plaie et donc une réduction de la cicatrice de la plaie. Et puis le remodelage tissulaire qui démarre 3 à 6 semaines après la création de la lésion. On observe donc une disparition des capillaires et des myofibroblastes. Là aussi, les fibroblastes interviennent pour transformer la matrice extracellulaire du tissu de granulation en néoderme, qui sera plus souple, plus mature, plus élastique, peu vascularisé et pauvre en cellules. Le remodelage, c'est une phase qui est assez longue, qui peut durer plusieurs mois, voire années. Et la zone remodelée restera une zone de fragilité. Alors, les généralités sur les plaies, donc on a 2 types de plaies. On va avoir la plaie aiguë, dont on estime que la cicatrisation va survenir en moins de 4 semaines. La plaie chronique, où là, au bout de 4 à 6 semaines, la cicatrisation n'est toujours pas obtenue. On est plus sur des cicatrisations d'escarres ou d'ulcères.
entre autres. Après, donc, prendre en charge une plaie, c'est aussi prendre en charge le patient dans sa globalité. On va le voir tout de suite après. Il y a des facteurs qui interviennent dans la cicatrisation. La cicatrisation, c'est un phénomène complexe qui est propre à chaque organisme. La capacité de régénération, elle est soumise à de nombreuses contraintes, et dès qu'on a une de ces phases qui est perturbée, ça peut conduire à un retard, voire à une complication de la cicatrisation. Les facteurs qui influencent la cicatrisation, donc là on en a plusieurs. On a le stress par exemple, un taux de cortisol élevé modifie l'homéostasie au niveau de certains nutriments, comme le zinc, le silicium, le magnésium, qui peut conduire à influencer la cicatrisation. On peut avoir aussi une anomalie génétique. On a le syndrome d'Ehlers dans l'os par exemple, qui est une maladie génétique rare, c'est une anomalie du tissu conjonctif. On a aussi le tabac qui va rentrer en jeu. Le tabac qui va nuire au bon fonctionnement des fibroblastes, mais qui va aussi entraîner une hypoxie au niveau du tissu cicatriciel. L'hématome, l'œdème sont des facteurs qui influencent la cicatrisation, la douleur et puis les lignes de force, donc les tensions qui peuvent s'exercer sur la cicatrice. On a donc deux types de cicatrisation. La cicatrisation primaire, c'est la modalité de fermeture la plus simple, où en fait on va rapprocher donc les berges de la plaie, que ce soit via l'utilisation de fils, d'agrafes ou de colle chirurgicale. On va l'utiliser donc pour une plaie aiguë, qu'elle soit d'origine chirurgicale ou traumatique. Et si tout se passe bien, normalement 2 semaines, la cicatrisation est bien avancée. Après, on a le cas de la cicatrisation secondaire, où là on est face à un échec de la cicatrisation primaire. Un échec de la cicatrisation primaire, ça peut être une infection, ça peut être donc une désunion. Et là, à ce moment-là, par rapport à la désunion, au niveau des recommandations du CNGOF de 2018, alors voilà, il y a une différence entre si la désunion elle est plus modérée, si elle est plus importante. Mais si elle est modérée, désunion partielle, il n'y a pas d'élément en faveur d'une cicatrisation dirigée ou plutôt d'une reprise chirurgicale. Par contre, en cas de cicatrisation importante, on peut envisager de réaliser une reprise chirurgicale. Ça reste un accord professionnel, il n'y a pas de données scientifiques sur vraiment un protocole en particulier. Voilà. Donc on est dans le cadre d'une cicatrisation dirigée quand on parle de cicatrisation secondaire. Donc il y a l'abandon de l'usage systématique des antiseptiques. En fait, leur usage, que ce soit sur une plaie aiguë ou une plaie chronique, n'est plus recommandé. L'intérêt est minime par rapport aux effets secondaires qu'ils peuvent avoir. Et puis la flore bactérienne résidente, c'est une flore qui va être bénéfique, qui va forcément contaminer la plaie. Lorsqu'il y a plaie, il y a forcément contamination bactérienne. L'avantage, en fait, le rôle de cette flore, ça va être à la fois d'être à l'origine d'une réaction immunitaire initiale, de déclencher une réponse immunitaire initiale et de rentrer en compétition avec les agents pathogènes qui peuvent être présents. Alors, on a le cas particulier de l'infection de la plaie. Donc là, c'est en fait quand il y a une rupture de l'équilibre entre les germes, cette flore bénéfique, et l'hôte. Donc là, on décrit 4 stades de l'infection. La contamination, où on a la présence de germes sur la plaie, mais on n'a pas de multiplication des germes. La colonisation, on a multiplication des germes, mais sans réaction de l'hôte. La colonisation critique, où là, on a multiplication des germes et on va avoir l'apparition de signes locaux, comme un retard de la cicatrisation. Et puis l'infection, où là, la multiplication est très importante. Les germes sont virulents, avec du coup l'apparition de signes généraux, comme la fièvre, et on a une réponse immunitaire de l'hôte. Les facteurs d'infection sont multiples, ça peut être le biofilm par exemple. La Société internationale de cicatrisation a émis un document qui recense les critères cliniques d'infection, qu'il est important d'avoir en tête et puis qui va permettre d'alerter le professionnel qui suit la patiente. Donc ça peut être une douleur nouvelle ou augmentée, un retard voire un arrêt de cicatrisation, une mauvaise odeur, un tissu de granulation qui est friable ou saignant, ou par exemple un exsudat qui est purulent. Dans ce cas-là, le prélèvement bactériologique va être intéressant.
ce n'est pas nécessaire de faire un prélèvement bactériologique sur une plaie aiguë sans signe clinique d'infection, puisque forcément il y aura des bactéries puisqu'il y a une contamination. Et le traitement, là c'est un traitement qui va être envisagé par voie orale, une antibiothérapie par voie orale. Pareil pour les recommandations du CNGOF de 2018, donc plutôt l'antibiothérapie orale plutôt que l'utilisation de topiques locaux antibiotiques qui sont plus à risque de résistance bactérienne. Donc c'est important, voilà, l'évaluation de la plaie, donc de suivre l'évolution de la plaie régulièrement pour anticiper les complications. Pourquoi pas, voilà, utiliser une traçabilité visuelle dans le respect de la patiente. Pour permettre à la fois, donc c'est un outil motivationnel pour les patients, mais aussi ça permet de voir, d'évaluer pour le professionnel si les soins utilisés sont efficaces ou pas. Donc les soins de cicatrices, donc les recommandations là aussi du CNGOF de 2018, donc on a la toilette 2 fois par jour avec un savon doux. On n'a pas d'autres, voilà, il n'y a pas d'études de recommandations par rapport à l'usage de certaines crèmes ou certains soins, mais après les professionnels de santé peuvent utiliser, certains pourront utiliser l'argent colloïdal qui a montré ses effets en matière de cicatrisation et de qualité antibactérienne. Le miel est utilisé aussi, peut être utilisé, la vitamine E, l'argile verte et compresses froides, et après donc, on a les nouvelles technologies qui ont de plus en plus de professionnels qui peuvent être équipés. Bon, attention, peut-être être rigoureux quant à l'usage de ces technologies. Mais là, donc, je laisserai le docteur Louis Vadat vous en parler mieux que moi. Voilà, je termine. Donc, c'est les différents types de cicatrices. Donc, on peut avoir la cicatrice normale qui va être fine et plutôt claire. Donc, là, c'est la cicatrice peut-être plus classique. La cicatrice élargie, donc c'est suite à une cicatrisation secondaire sur une zone qui est cicatrisation secondaire donc d'une cicatrice qui est soumise à des zones à une tension importante, et donc on a une cicatrice qui va être hypochrome et décalée. La cicatrice dyschromique, où là par exemple c'est la cicatrice qui va être hyperchrome, donc plus pigmentée suite à une exposition au soleil lors de la phase inflammatoire, qui conduit en fait à augmenter les mélanocytes au sein de la cicatrice. Après on a la cicatrice rétractile, que l'on peut voir ici. Donc c'est une cicatrice qui est rétractée, qui va entraîner en fait des tensions au niveau des tissus cutanés adjacents, et qui peut conduire à une gêne autant fonctionnelle qu'esthétique. Et puis après la cicatrice hypertrophique et kéloïde, mais là on vous en parlera par la suite. Donc je ne détaillerai pas. Voilà. En conclusion, la cicatrice, c'est la phase ultime de la réparation tissulaire. Donc on a un rôle à jouer quant à informer, rassurer les patientes, prévenir les récidives. Et puis, il ne faut pas minimiser les éventuels impacts psychologiques et physiques que les cicatrices peuvent entraîner. Voilà. Donc là, c'était le cas d'une patiente. Je vous ai mis une des cicatrices qui, c'était une cicatrice terminée. Et puis, l'esthétique, posait souci. L'impact psychologique était important chez cette patiente. Voilà. Merci beaucoup, Grazia. C'était très intéressant. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je peux passer avec le micro. Non? Bon. Après, on pourra peut-être faire les questions après. Oui. Hop. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Et puis, je laisse la parole du coup à Dr Vada. Oui. C'est ça, Grazia. J'ai toujours peur de bugger. Voilà. Donc, Dr Vada, elle est gynécologue libérale à Paris et qui travaille depuis des années sur toutes les pathologies vulvaires.
Merci, bonjour à tous et merci à Grazia d'avoir organisé cette session. Alors j'ai un sujet qui s'éloigne un petit peu de la cicatrisation puisque je vais vous parler des conditions d'utilisation des nouvelles technologies d'un point de vue légal. On va essayer de réfléchir ensemble à comment protéger notre pratique dans l'utilisation de ces techniques récentes et qui parfois ne font pas le consensus dans la communauté scientifique. Et c'est ce qui pose problème à nous qui, je ne le sais pas, mais j'imagine, puisque vous êtes à cette session, utilisent certaines d'entre elles. Alors, je me centrerai sur les lasers CO2, erbium, radiofréquence et photobiomodulation. Et nous sommes face à des patientes qui sont extrêmement sollicitées par les réseaux sociaux, les magazines, où les industriels vantent ces techniques en promettant des résultats sensationnels d'un point de vue de la restauration vulvo-vaginale, qu'elle soit fonctionnelle ou esthétique. Donc on a une forte attente de ces patientes quand elles viennent nous voir, puisqu'elles ont lu des articles extrêmement élogieux sur ces techniques qui sont, on peut le comprendre, non invasives, donc très attirantes pour ces patientes, et elles vont avoir lu par exemple qu'elles vont pouvoir régler un problème d'incontinence sans précision du type de l'incontinence, avec quelques séances ou de laser ou de radiofréquence ou de photobiomodulation. Et puis nous-mêmes, on est extrêmement sollicités par les industriels qui viennent nous voir et qui nous proposent des nouveaux appareils, des nouvelles techniques mises sur le marché, sans qu'on sache vraiment quels sont les marquages CE, on en a parlé tout à l'heure avant de commencer la session. Et puis, à l'appui, on a des publications scientifiques dont on a du mal, dans notre pratique, en particulier libérale, de savoir la qualité des études scientifiques qui nous sont présentées. Et donc, on est un petit peu comme ça exposé à devoir décider quel appareil on va choisir, souvent sous la pression de commerciaux et d'offres plus ou moins alléchantes. Avant toute chose, on a à avoir une démarche clinique et celle qui préside à toutes nos prises en charge de patientes. Et cette démarche clinique, elle doit être particulièrement rigoureuse. Et c'est elle qui va nous permettre d'être justement dans la retenue et de permettre aux patientes calmer les patientes dans leur précipitation sur le remède miracle, le laser en une séance, la radiofréquence, qui règle le problème, etc. On a cette démarche clinique rigoureuse, interrogatoire, information, et surtout, on n'oublie pas que ces patientes, dans la majorité des cas, il faut les prendre en charge dans une équipe pluridisciplinaire. Alors je pense à ça sur ces patientes qui viennent souvent pour des histoires de relâchement vaginal, d'incontinence urinaire. Bon, on reste... non, ça ne va pas marcher d'emblée avec des séances de laser ou de radiofréquence. On va tester le périnée, on va rester très clinique et on va d'abord, dans un premier temps, souvent les adresser pour une rééducation. Alors je prends cet exemple parce que ça m'arrive très souvent d'être confrontée à des patientes qui me sont adressées pour le laser miracle et qui règlent leurs problèmes d'ailleurs sans avoir besoin d'un laser, juste par une prise en charge en physiothérapie du périnée. Il faut aussi connaître bien sûr toutes les nouvelles techniques et pas simplement celles dont on a l'appareil au cabinet. Il faut savoir ce que peut apporter la radiofréquence par rapport au laser et ce que peut apporter la photobiomodulation, les LED, par rapport au laser ou à la radiofréquence. Et de même, pour l'acide hyaluronique, si on veut l'utiliser, il faut les connaître toutes, même si on ne les utilise pas, et avoir la possibilité, toujours dans une équipe pluridisciplinaire, d'adresser les patientes si on considère que nous, on a un laser et que c'est la radiofréquence qui va le mieux marcher. Donc ça nécessite de connaître parfaitement les techniques qui sont utilisées,
d'un point de vue à la fois physique et dans leurs applications. Et c'est cette connaissance qui permet d'informer les patientes. Et là aussi, de ne pas nous exposer ensuite, parce que la patiente, elle aura été informée de ce qu'elle peut attendre raisonnablement d'une technique. J'ai repris ce schéma que j'avais fait pour la revue Nouvelles perspectives en gynécologie, qui reprend les indications, les contre-indications et le principe d'action des lasers, de la radiofréquence et des LED. Parce que, évidemment, il faut connaître parfaitement ces indications, ces contre-indications et également comment ça fonctionne. Il faut savoir que les lasers vont avoir une pénétration CO2 et erbium qui va être de 2 mm par exemple, alors qu'avec une radiofréquence par exemple monopolaire, vous allez descendre à 5 mm. Et donc, vous allez avoir une action sur la musculeuse qui va être plus importante. On le déduit quand on connaît les principes d'action des différentes méthodes. De même, vous n'allez pas faire un laser à une patiente qui n'a pas un frottis récent avec un typage qui a permis d'éliminer la présence d'un HPV. Voilà, des choses très simples, c'est la clinique. Ensuite, on va aller beaucoup plus vers le médico-légal, mais là, on est dans la clinique et cette clinique, elle doit présider à tout. Et je suis parfois très inquiète de voir des centres laser d'esthétique qui s'équipent et qui, juste sur une demande de patiente qui a vu une pub, vont recevoir un traitement laser qui va déprécier une méthode qui peut avoir, si elle est faite dans de bonnes conditions, au bon moment, dans un timing qui est le bon, de très bons résultats. Bien sûr, on respectera les normes d'hygiène concernant les sondes et les électrodes avec des désinfections, avec des lingettes spécifiques. Moi, je me suis rapprochée des sociétés de radiologie pour utiliser les lingettes qui sont agréées pour les sondes endovaginales. C'est extrêmement important. Ça aussi, ce n'est pas le vendeur de l'appareil qui vous dira comment faire pour gérer le risque de transmission infectieuse. On ne les entend d'ailleurs jamais en parler. Or, c'est quand même assez essentiel. Il faut connaître le fonctionnement, je l'ai dit, et pour cela, il faut valider des diplômes universitaires spécifiques de ces méthodes. Et puis, il faut s'assurer aussi, quand on achète l'appareil, qu'on va avoir un contrat de maintenance et qu'on va avoir une vérification que vous demandera votre responsabilité civile professionnelle si vous avez un problème avec une patiente. Alors, j'ai remis, pour montrer à quel point notre pratique dans l'utilisation de ces appareils est peu sécurisée, en 2018, en juillet, on a eu une alerte de la FDA extrêmement sèche qui pointait du doigt les risques de tous les appareils chauffants, donc ces radiofréquences, toutes les radiofréquences confondues, et les lasers, avec donc un risque pour les patientes de brûlures, reprenant tout un tas d'effets secondaires extrêmement graves et sérieux, perforations, etc. Et puis, pour également pointant du doigt une mauvaise qualification des personnels, des professionnels de santé qui utilisaient ces techniques, qui n'étaient pas assez formés à ces techniques spécifiques et qui, après avoir acheté l'appareil, l'utilisaient sans compétences particulières. Alors, en reprenant ensuite le détail des études qui avaient précédé à cette publication de la FDA, on s'est aperçu qu'il y avait une confusion sur les lasers CO2 entre les lasers CO2 fractionnés que l'on utilise en restauration vulvovaginale par exemple et le laser CO2 que l'on utilise au bloc. Donc les incidents qui étaient reportés, les incidents sérieux avec perforation brûlure, il s'agissait d'études qui n'étaient pas sur les bons lasers. Mais enfin, bon,
ça prouve à quel point, quand même, nous sommes exposés, parce que là, aucune des boîtes qui vendent des lasers n'est montée pour faire un papier en disant « Attention, il y a eu une confusion entre laser fractionné, etc. » Et ça, vous tapez effet secondaire, vous avez toujours cette alerte du FDA sans article derrière. Et puis, alors, beaucoup plus récemment, et ça, c'est en octobre 2021, publication très sérieuse d'une équipe australienne dans le JAMA qui, présentant la première étude en double aveugle randomisée, avec ni le médecin ni la patiente qui savaient quelle était la dose du traitement, enfin si le traitement était réellement délivré. Et là, il n'a pas été démontré de bénéfice au traitement par laser par rapport aux patients placebo. Par contre, ce qui nous a conforté, il n'a pas non plus été rapporté d'effets indésirables graves. Donc ça, c'était quand même le bon côté. Alors moi, je travaille beaucoup avec Catherine Usan à la Pitié, où on a fait des études observationnelles, puis avec le cabinet comme centre pilote, sur des lasers CO2 chez les patientes qui ont des atrophies sévères ou post-cancer du sein. Et elle a immédiatement stoppé l'utilisation du laser CO2 à la Pitié dans son service. Elle a écrit à toutes les patientes qui avaient reçu du laser pour les informer de cette étude et du fait qu'aucun bénéfice n'avait été rapporté, aucun effet grave certes, mais aucun bénéfice. Moi, j'ai quand même eu dans mon cabinet 2 patientes que je vois depuis des années qui sont venues me porter le papier, qui avaient eu des cancers du sein et que je traitais en me disant, c'était paru dans un journal, dans un magazine féminin en Angleterre, ça avait été repris, que donc il n'y avait pas de bénéfice. C'est quand même une procédure qui pour les patientes coûte cher, qui n'est pas prise en charge. Et donc on a été quand même extrêmement secoués, et c'est vrai qu'on a interrompu pendant un moment. On a continué les traitements d'entretien, mais on a interrompu ces procédures. En tout cas, on ne les proposait plus. Et puis, bien sûr, après, on se penche dans la profondeur de l'étude et on s'est aperçu que l'étude portait sur une seule séance laser, alors que pour le laser CO2 fractionné, il faut 3 à 4 séances à 1 mois d'intervalle, et que la puissance utilisée était de 20 watts, alors que la puissance classique utilisée dans le traitement du syndrome génito-urinaire de la ménopause ou après cancer du sein est aux alentours de 35 à 40 watts. Donc, bon, après, on décortique, on démontre, etc. Mais on n'a pas encore mis en place une étude en double aveugle faite avec les critères d'utilisation que l'on a. Et donc, cette étude, elle reste là. Et si un jour on a un problème, des experts, après un problème de plainte d'une patiente, pourront toujours sortir un article comme ça et vous dire « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» etc. Donc, on a une discussion à avoir avec les industriels pour qu'ils financent des études de qualité pour arriver à être sécurisés dans notre exercice. Donc on a vraiment une obligation de moyens renforcés. Si vous en doutiez, j'espère que je vous l'ai démontré, parce que comme on n'a pas de consensus, comme on n'est pas très appuyé par des publications de qualité, que les publications que l'on a, c'est celles qui sont faites par les industriels. Il y a très peu de choses qui paraissent, qui sont indépendantes. Enfin, pour l'instant, on n'a rien, je peux le dire, en tout cas en double aveugle. On est dans l'obligation d'être très très vigilant, ne pas faire courir de risques injustifiés, donc faire très très attention quand on va choisir un appareil, aux qualités de l'appareil qu'on va choisir, même si on a une pression du commercial parce qu'il va être moins cher, etc., etc. Il faut être extrêmement vigilant. Et puis, on a un rapport bénéfice-risque qui s'inverse, puisque ce sont il n'y a pas une nécessité thérapeutique évidente qui est imposée par un danger imminent pour la santé ou la survie de l'individu. Donc, une aggravation d'un état antérieur sera sévèrement sanctionnée. Alors, pour éviter cela, il faut délivrer l'information d'une manière extrêmement loyale, claire, appropriée, au niveau de compréhension de la patiente. Il faut prendre du temps pour expliquer ce que l'on va faire, ce que l'on va utiliser comme appareil, ce que l'on peut en attendre.
il faut remettre des fiches d'information validées par les sociétés savantes. Et vous avez dans la Société française de dermatologie et de laser une fiche formidable sur le laser fractionné CO2 ou erbium et une sur également l'utilisation de la photobiomodulation. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien. Radiofréquence aussi, mais elle est moins spécifique à la gynéco. Il faut avoir un échange de dialogue, prendre le temps, évaluer les attentes, dépister celles qui sont irréalistes. Dans le contenu de l'information que vous allez remettre à la patiente, il faut qu'il y ait le diagnostic, l'intervention proposée, le bénéfice escompté, sa durée, la nécessité ou non de séances d'entretien et leur nombre. Et il va falloir insister sur les risques fréquents, graves, normalement prévisibles, qui devront être écrits. Le devis va comporter vos titres, qualifications, le type de l'intervention, le montant des honoraires et le nombre des séances. Et le patient doit mentionner par écrit sur le devis « acceptation après réflexion ». C'est à nous d'apporter la preuve de la bonne information du patient. Et cette information doit être écrite. Et ça date d'un arrêt de la Cour de cassation de 1997 qui avait démontré que la preuve de l'information dispensée aux patients incombait aux médecins. Le délai de réflexion est de 15 jours pour ces actes et il doit être laissé à la patiente et ne jamais céder à une pression de patiente. On est tous parfois sous la pression de patientes qui veulent vraiment leur traitement, mais je repars, je suis à l'étranger, mais là je voudrais le faire. Jamais on ne cède, c'est comme ça qu'on a des problèmes. Il faut être bien assuré, il faut déclarer tous les actes que vous faites, esthétique, thérapeutique, pratiqués, à votre RCP. Il faut leur dire l'utilisation de laser que vous faites, il faut leur dire le type de laser, le type de radiofréquence, le type de LED que vous utilisez, les injections d'acide hyaluronique si vous en faites, le type d'acide que vous utilisez, pareil pour la toxine. Et il faut attendre d'avoir l'avenant au contrat pour commencer à pratiquer avec ces techniques. Il faut signaler le site distinct au CDOM, c'est vrai pour tous ceux qui sont régis par un ordre. Il faut prévenir immédiatement son assureur en cas de problème et toujours être disponible pour répondre à un patient insatisfait ou agressif. Alors j'ai repris quelques articles qui pourraient nous être opposés si on ne respectait pas ce que l'on vient de voir. En particulier, vous avez l'article 8 du Code de déontologie, qui est une émanation du Code de santé publique et qui régit tous les professionnels de santé, dont le respect des règles est imposé à tous les professionnels de santé. Il faut donc, c'est les données acquises de la science. Donc là, on pourrait nous dire, attention, mais vous avez utilisé une méthode qui n'a pas encore démontré d'un point de vue scientifique qu'elle était valable. Ne faire état que des données confirmées, ça c'est moins important. Tout procédé nouveau de diagnostic, il ne faut pas en faire la divulgation tant que ça n'a pas été assez éprouvé dans les milieux médicaux. Et pour les recherches biomédicales, alors là j'insiste parce que j'ai eu des problèmes. Je suis parallèlement à mon activité de gynéco-obstétricienne vice-présidente au département à Paris et en charge des plaintes. Et donc j'ai déjà eu des problèmes concernant l'article 15, c'est-à-dire de médecins dans notre spécialité qui, sous la pression du laboratoire qui leur avait vendu un appareil, avaient organisé dans leur cabinet des recherches biomédicales financées par le laboratoire sans les règles d'éthique et les obligations légales que nous avons dans l'organisation d'études validantes avec recherche biomédicale, c'est-à-dire tout ce qui en général est fait quand on est dans un service hospitalier qui nous facilite énormément la tâche, ne serait-ce que dans l'information de la patiente, dans le secret aussi qu'il faut gérer avec ces patientes qui vont participer à des études biomédicales et donc aussi dans la validation des protocoles d'études biomédicales. Voilà, donc ça arrive très souvent.
ne faut pas déconsidérer la profession. Les soins consciencieux, fondés sur les données acquises, c'est encore un article qui peut nous être opposé. Le consentement, toujours être sûr, là aussi ça arrive sans cesse que l'on ait des plaintes, enfin sans cesse, fréquemment que l'on ait des plaintes parce que la patiente va dire « mais moi j'ai fait ça, mais en fait j'étais pas bien informée et j'étais pas franchement d'accord, mais finalement je l'ai fait quand même, et là je suis pas très contente, donc je voudrais... je porte plainte parce que finalement ça m'a aggravé, j'ai voilà, une sténose de l'urètre, je pense à un exemple précis. Le charlatanisme qui peut nous être opposé, le risque injustifié, on l'a vu, et l'information préalable. Et donc, il faut une bonne connaissance en conclusion de l'anatomie de la région vulvo-vaginale, des DU spécifiques que l'on a validés, signaler à son assureur l'utilisation de ces techniques, les avenants au contrat avant de commencer l'utilisation, toujours la démarche clinique rigoureuse qui pose le diagnostic, qui évalue le bénéfice de la méthode, qui informe la patiente. Et donc, la restauration vulvo-vaginale à des fins fonctionnelles ou esthétiques nécessite un cadre médico-légal très strict. Elle doit être intégrée dans une prise en charge pluridisciplinaire et je dis qu'elle ne doit être jamais utilisée en première intention. Et c'est notre éthique qui déterminera l'avenir de ces utilisations. Je vous remercie. Merci, Dr Vada. Alors, grâce à Gradia, on a bien compris la cicatrisation et on comprend un petit peu comment faire peut-être pour agir et pallier à une cicatrisation optimale. Et puis, grâce à Dr Vada, on se rend compte de nouvelles technologies, mais on se remet un petit peu à sa place pour rester prudent face aux commerciaux, prudent face à des patientes douloureuses. Et même si effectivement on est initialement bienveillant pour pallier à leur douleur et éviter peut-être que des douleurs aiguës deviennent chroniques, et voilà, mais toujours avec beaucoup de prudence. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? C'est une question pour vous, madame. Finalement, vous utilisez quoi et qu'est-ce qui a été validé dans votre pratique à vous ? Moi, dans notre pratique, je suis dans le cabinet, j'utilise le laser CO2, j'utilise la radiofréquence. Alors, on a plusieurs types. J'ai eu une radiofréquence monopolaire pendant un temps, puis on a la radiofréquence que peut-être certaines connaissent, c'est Winback, qui est une radiofréquence que j'utilise donc avec Gabriel Rougeau, qui travaille avec moi sur ces applications. Et ensuite, j'utilise Milta, c'est de la photobiomodulation. Donc moi, ce dont j'ai parlé, c'est ce que j'utilise. Et en fonction, je vais choisir une méthode, une patiente douloureuse. Je ne vais pas du tout je vais être beaucoup plus sur la photobiomodulation. Parce que les patientes douloureuses, il faut pas, on ne peut pas faire avec même la radiofréquence Winback, où on a une technique, c'est un courant électromagnétique qui peut être diffusé par un massage que vous faites avec votre doigt et le courant est transmis par un bracelet. Donc là, on est quand même très peu invasif, enfin, c'est intrusif, mais on est très peu invasif parce que la douleur, on la contrôle très très bien par cette conduction par sa propre main. Mais même ces patientes-là, parfois on ne peut pas. Et donc les LED, ça va être la première technique pour arriver à avoir une action anti-inflammatoire. Donc on peut les utiliser. On peut continuer à utiliser le laser CO2. Que moi j'ai des cas au cabinet. Mais je veux dire, il faut être très... si on est totalement honnête dans la présentation que l'on fait à nos patients de ce qu'elles vont pouvoir attendre des résultats d'un traitement. Si on a cette démarche rigoureuse clinique dont je parlais, et très souvent, en fait, je m'aperçois que des patientes qui me sont adressées après cancer, pour une prise en charge d'un syndrome génito-urinaire très majeur avec une atrophie très importante, jamais je ne vais faire un laser CO2. Elles sont adressées pour un laser CO2 fractionné parce que c'est le plus connu. Mais en fait, avec des LED, en 6 séances, elles retrouvent une qualité de vie nettement meilleure et ça serait extrêmement contre-productif d'aller utiliser un laser CO2 qui agresse d'une manière... qui entraîne une très bonne réparation, mais qui va d'abord
agressé, puisqu'il y a une pénétration à 5 mm avec des micro-fissures, alors qu'avec les LED, vous n'avez pas d'agression. C'est des longueurs d'onde de la lumière, les deux. La différence, c'est que c'est focalisé pour le laser, et c'est pour ça que ça pénètre en profondeur. Et pour la photobiomodulation, c'est pas focalisé. Donc vous avez un traitement qui pénètre pas, qui agit sur le cycle respiratoire des cellules, à l'intérieur des cellules, en déclenchant un processus de réparation. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit peu tout. Et de pouvoir en tout cas connaître les différentes méthodes pour choisir celle qui va le mieux être adaptée. Après, si vous respectez les clous, on se défendra toujours. Je veux dire que je vois bien comment ça se passe, que ce soit en responsabilité civile ou en responsabilité déontologique. Si vous faites les choses correctement, il n'y a pas de problème. On va toucher du bois, mais je veux dire, il n'y a pas. Si vous dites les choses, voilà, je m'aperçois, puisque je m'occupe des plaintes, mais pas que pour la gynéco, c'est les plaintes en général dans ma fonction. Alors, je m'aperçois que souvent, il aurait suffi d'une communication entre le soignant et le patient pour arriver à régler le problème. C'est parfois juste parce qu'on n'a pas été à l'écoute, qu'une angoisse est née d'un symptôme après un soin, et ça part comme ça. Et si on rassure tout de suite, on arrive à arrêter des problèmes. Donc voilà, il faut pas. Je n'ai pas voulu vous faire ces conditions légales de l'exercice de ces nouvelles techniques. Je voulais pas, c'est pas le but. Mais si on respecte ce dont on vient de parler, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas, si vous voulez, il faut pas se laisser emporter par l'illusion. Moi, ça fait à peu près maintenant, on va dire, presque 10 ans que j'ai utilisé, j'ai commencé avec Bernard Jean Pagnel, l'acide hyaluronique, puisqu'on n'avait que ça, chez les patientes qui avaient pour éviter les périnéorraphies postérieures. On a commencé par essayer de faire ça. Puis après, on a eu toutes ces techniques qui sont arrivées. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années. Ce qui m'a étonnée, moi étant gynéco-obstétricienne, pas habituée à avoir des relations avec des commerciaux qui vendent des gros appareils, à part les appareils d'éco-morpho qu'on achète dans nos cabinets, on est un peu parfois en porte-à-faux parce que on a toujours une espèce de naïveté qui fait qu'on se dit ce qu'ils nous disent, oui, ils nous sortent quand même des séries de communication scientifique, et puis vous les amenez, parce que moi je travaillais beaucoup, donc je travaille toujours en collaboration avec Catherine Usan ou avec Xavier Desfieux, puis on décortique la revue, on s'aperçoit que ça a été fait en Bolivie, l'article, qu'il n'y a aucun contrôle sur ce qui sort, et que finalement peut-être que l'appareil il n'a pas encore le CE, mais que vous pourriez quand même les aider dans votre cabinet. Alors là, vous dites tout de suite non, repartez, voilà, même si vous me le laissez gratuitement. Voilà. Merci Christine. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour et merci beaucoup. Comme d'habitude, vos topos sont extraordinaires. Non, mais merci à vous de m'écouter répéter l'angoisse, transmettre de l'angoisse. Oui, c'est ça. À chaque fois, on a une petite piqûre d'angoisse. Ça ravive l'angoisse quand même. Alors, je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver ces fiches justement d'information. Alors, il suffit de taper Société française de dermatologie ou Société de laser. Et même Société de laser, qui est une émanation de la Société de dermatologie. Donc vous cliquez, information patiente, et moi c'est ce que je donne, que j'imprime et que je donne. Pour la radiofréquence, parce que moi j'ai fait une fiche d'information personnelle où j'ai expliqué la technique et les bienfaits, etc. Et je donne ma fiche personnelle. Est-ce que ça vaut quelque chose ? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait parfait. Ça peut valoir. Alors, par exemple, Winback nous avait porté des petites fiches, mais je trouvais qu'elles n'étaient pas du tout... là aussi, c'était plutôt de la pub pour la méthode qu'une vraie fiche. Alors que Vivaci, quand vous faites des injections d'acide hyaluronique, moi je le fais. Je ne fais pas du tout d'esthétique, je le fais qu'en fonctionnel sur des fissures pour éviter la périnéorraphie, mais les patientes sont envoyées pour ça. Et là, Vivaci, eux, par contre, ils ont un consentement éclairé où ils reprennent tous les effets secondaires des injections, toutes les contre-indications.
Donc là, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il faudrait stimuler, en fait. Qu'est-ce que vous utilisez comme radiofréquence? La quadripolaire. Là, pour le risque, ouais, du coup, il n'y a pas de risque. Non, la quadripolaire, il n'y a pas de risque. En fait, c'est avec les monopolaires que l'on a le plus de risques. Mais bon, c'est vrai qu'elles sont très efficaces, mais il y a un risque. Et dans Winback, c'est du monopolaire. Hein, dans Winback, une partie, je ne sais pas qui utilise Winback ici. S'il y a des utilisateurs de Winback, non. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais juste une question justement sur la radiofréquence, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait, la radiofréquence était un peu un fourre-tout où il y avait finalement deux grands types de radiofréquences qui n'avaient pas les mêmes indications. Oui. Alors, il y a les monopolaires que moi je trouve très efficaces. Moi j'utilisais, mais je parle à l'imparfait parce que c'était Vivev, qui est une radiofréquence extraordinaire qui était refroidie avec du cryogène, un appareil extrêmement cher qui venait des États-Unis, très utilisé au Canada. Et puis ils ont eu des problèmes et juste avant le confinement, ils ont arrêté de commercialiser en France cet appareil monopolaire avec la sécurité, etc., qui pénétrait toujours pareil. Enfin, c'était un truc, mais qui coûtait très cher. Hein. 80 000 €, ils n'en vendaient pas suffisamment. J'ai arrêté de l'utiliser alors qu'on avait commencé déjà, on avait eu les accords avec à Béclair pour démarrer une étude avec Xavier Desfieux et à Nîmes avec Pierre Marès, qui aurait peut-être même permis de leur obtenir une cotation. Et donc ça c'est le traitement de l'hyperlaxité vaginale, ça. Alors oui, laxité, mais il y avait quand même un effet sur l'incontinence aussi. Est-ce que le Winback, enfin la Técar-thérapie, que les kinés et sages-femmes utilisent beaucoup aussi, d'après ce que j'avais compris, moi c'était plus un traitement qui allait avec la physiothérapie. Alors, en rééducation, en douleur, etc. Técar-thérapie, on va le mettre un peu à part parce qu'il y a des appareils. Donc, on a maintenant Matmatech, qui est un très bon appareil français, qui est comme celui dont je viens de parler, mais sans le refroidissement au cryogène. Très bon appareil, sonde unipolaire. Donc, ça pénètre plus. Si vous voulez, il faut moins de séances avec un traitement monopolaire parce que ça va pénétrer plus, puisque vous avez entre l'appareil le retour, et puis ça passe comme ça. Mais bon, si vous restez trop, on est à plus de 42, ça peut chauffer. Dans les quadripolaires que vous utilisez, on a une sécurité, c'est un peu comme la Técar-thérapie. Mais dans Winback, il y a une sonde qui est une sonde que l'on utilise peu, nous, mais qui est la sonde l'embout noir, qui est une sonde également monopolaire. Dans Winback, il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent être utilisées. Et après, c'est en fonction des indications. Mais je ne sais pas quel est le retour que vous avez. Quel appareil vous utilisez en quadripolaire, vous? C'est l'appareil, anciennement Eva, mais maintenant... Oui, voilà. Eva, alors c'est un appareil qui a une sécurité. C'est du 100% au niveau de la sécheresse vaginale, vraiment 100% de réussite. Pour l'incontinence urinaire, non. Pas 100%, mais je fais avec de la rééducation. C'est les petites fuites qui restent avec la rééducation, mais avec une grande amélioration quand même. Oui. Et alors, même dans l'urgenturie, toujours c'est pareil. pas mal. Voilà, il faut toujours évidemment faire la différence entre le type de l'incontinence aussi, parce qu'on va pas. Voilà. Les toutes petites. Il ne faut pas rêver non plus sur l'incontinence d'effort. Voilà, c'est-à-dire que la radiofréquence, ça marche aussi quand même sur l'atrophie vulvo-vaginale, sur la sécheresse. L'idéal, c'est quand même d'avoir pas mal d'appareils pour pouvoir choisir ce que l'on va utiliser. Je ne sais pas, Gabrielle, toi, tu pourrais parler de ton expérience avec la Técar-thérapie, parce que c'est surtout toi qui l'utilise. Alors effectivement, j'utilise beaucoup la Técar-thérapie et je ne l'utilise pas uniquement du tout et même quasiment pas en rééducation, si c'était votre question. Voilà, je l'utilise beaucoup pour l'atrophie vaginale, mais pour réparer des cicatrices. Enfin, améliorer une cicatrisation, lui redonner de la souplesse. Oui, c'est pas du tout une histoire de laxité, pas du tout. Au contraire, même pour l'atrophie vaginale, justement,
Et j'utilise aussi énormément pour aider les patientes atteintes de vulvodynie pour relâcher un syndrome myofacial. Voilà. Mais je ne fais pas de rééducation en fait, même du tout. Et c'est surtout dans les patients très, très douloureuses, c'est vraiment avec cette possibilité que l'on a avec cet appareil d'avoir un bracelet et la conduction avec le doigt. Et c'est ce traitement-là qui permet, qui est acceptable pour ces patients très douloureuses. Parce que justement, c'est très progressif et on peut rester à l'écoute et il n'y a pas d'interposition avec une... Je ne sais pas si je dépasse peut-être un peu. Non, je crois que juste pour revenir sur la técar-thérapie et la rééducation, la técar-thérapie ne remplace pas la rééducation, c'est toujours en complément d'autres exercices, d'un travail postural, respiratoire. Voilà. Pour ma part, donc moi j'utilise plutôt la técar-thérapie dans le cadre de la rééducation, mais ça peut être en amont, avant de démarrer la rééducation, pour travailler sur une cicatrice rétractile, douloureuse, donc soulager d'abord des douleurs. Ça peut être pour détendre un diaphragme et améliorer donc la respiration, la posture de la patiente, travailler sur un point de péridurale qui peut être douloureux, une cicatrice de césarienne. Donc c'est vraiment, on reste sur une prise en charge globale de la patiente et la técar-thérapie a toute sa place. Que ce soit le Wim Hof ou d'autres, mais ça va avoir vraiment un rôle à jouer dans la rééducation, dans la prise en charge des douleurs. Après, c'est vrai que le syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est moins mon champ mon domaine d'action, mais tout ce qui est rééducation et douleur, oui, c'est un outil très important, très intéressant. Voilà. Oui, aussi. Voilà. Non, c'est aussi... voilà. Après, c'est intéressant d'avoir différentes techniques à proposer aux patientes en fonction des patientes, en fonction de la cicatrice. C'est vrai que certaines techniques peuvent être plus efficaces que d'autres. Donc, ou après, on n'est pas forcément tous équipés de tous ces appareils. Donc, c'est aussi l'importance de travailler en réseau, d'avoir un réseau, d'avoir des confrères, des consoeurs qui sont équipés, vers qui on peut adresser pour améliorer le résultat et la prise en charge de la patiente. Voilà. Bon. À vous, docteur Cadel, donc, qui va nous parler de la prise en charge des cicatrices pathologiques. Qui est gynécologue obstétricien à Dijon, mais qui a du coup une expérience, donc, je crois, à Pointe-à-Pitre. Ah oui, à Pointe-à-Pitre. Et donc du coup, qui va nous... Je vous remercie beaucoup. Je remercie le board et les organisateurs de cette session de me donner la parole sur un sujet... pour lequel je n'ai pas beaucoup d'expérience personnelle de ce qu'on appelle de ces nouvelles technologies, comme l'a précisé notre collègue lors de la précédente présentation, où il y a énormément de choses avec des supports, on va dire. Alors après, comment on fait? Oui, voilà. Voilà. Avec des supports scientifiques de qualité, en tout cas de puissance d'information assez faible. Donc, dans cette situation un peu de néophyte, j'ai pris ma casquette de PUPH et j'ai interrogé la littérature. Donc, vous verrez je me suis surtout appuyé sur ce qui est publié, ce qui est renseigné par rapport à ces éléments, en ayant connaissant la difficulté d'avoir ce foisonnement de nouvelles techniques. Donc, aucun conflit d'intérêt, mais un intérêt certain pour cette problématique de la cicatrisation qui est un élément majeur dans la pratique chirurgicale. Et on sait bien que pour la patiente, une fois que la cicatrice est réussie, qu'elle est belle, tout de suite on devient un bon chirurgien. Donc je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur la physiologie de la cicatrisation, en sachant que mon sujet c'est la pathologie, donc sous forme de la palissade. On va dire que si c'est pathologique, c'est que c'est pas physiologique. Donc dans cette notion de non physiologique, il y a un grand nombre de choses qui allant de la désunion jusqu'à la cicatrice douloureuse. Ce qui est encore
engendre encore plus de complexité par rapport au sujet. Alors, dans le domaine de la gynécologie obstétrique, on va dire, si on se centre sur ah, tiens, j'ai réussi à éteindre la climatisation. Voilà. Centré sur cette zone particulière qui est le périnée, en obstétrique, on aura les déchirures périnéales et les épisiotomies. Et en chirurgie périnéale et abdominopérinéale, on aura principalement la cancérologie. Dans les deux cas, la problématique principale va être, pour nous chirurgiens, la surinfection et la désunion, notamment par ce milieu défavorable, qui est un milieu humide, par définition, on va dire, peu ventilé, avec le contact des urines, la contamination par les selles, associée à un terrain éventuellement défavorable lié à l'âge et ou aux comorbidités, qu'elles soient ou non liées à l'âge. Alors, dans cette situation de surinfection et de cicatrice pathologique, vient en premier lieu la désunion pour le chirurgien. Et de façon intuitive, lorsqu'il y a désunion, la première idée qui vient en tête, c'est de la suture secondaire. Et donc, la littérature, une Cochrane de 2013, qui montrait qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire une suture secondaire. Alors, la même équipe, 2017, conclut quand même dans le British Journal que la cicatrisation est accélérée de 2 semaines. 2 semaines, lorsqu'on sait la situation de désunion, c'est quand même pas négligeable. Et aussi une meilleure satisfaction à 3 mois de la patiente. Là aussi, c'est quand même la patiente qui est, on va dire, le juge suprême par rapport à ces situations-là. Et si elle est plus contente, on va dire qu'on a quand même atteint un adjectif non négligeable. Alors dans cette gestion, dans cette situation de désunion, on l'a vu, la contamination par les urines et les selles aboutissent à des techniques de déviation de ces produits, avec pour les urines, le sondage urinaire pouvant aller jusqu'au cathétérisme suspubien, l'astomie qui est utile même si elle est très redoutée par les praticiens, mais surtout par les patientes, et le cathétérisme anal avec des systèmes de collecte des matières fécales, aboutissant à un assainissement, on va dire, de la région par rapport à cette situation de risque, ou en tout cas de gestion de la désunion. Alors, ce qui a probablement révolutionné cette situation, c'est bien sûr les thérapies à pression négative, ou Vacuum Assisted Closure, ou VAT thérapie, qui répond à un certain nombre d'exigences de la cicatrisation physiologique. C'est l'élimination des exudats, aboutissant à la diminution de la prolifération bactérienne, une amélioration de la vascularisation tissulaire avec une stimulation du tissu granulaire avec un effet centripète, donc vers le centre de la cicatrice avec une diminution vers de la surface lésionnelle, un maintien du milieu humide et tiède favorisant encore cette prolifération, avec une réduction de l'œdème, des tensions mécaniques, qui est un élément important dans les mécanismes de cicatrisation et de direction des processus de régénération tissulaire, et aussi une diminution du volume de la plaie qui est un peu attiré par la dépression, avec l'utilisation de mousse inerte, sans toxicité ni phénomène d'allergie. C'est une procédure qui est très technique, avec un appareillage spécifique, des consommables aussi, et par définition, en corollaire, la nécessité d'avoir du personnel qui est formé et qui a l'habitude d'utiliser ce type de matériel, avec la notion d'expérience et de transmission d'expérience. Alors tout cela, en termes de résultats, il y a une réduction
il y a une littérature quand même qui est très abondante, avec une réduction significative de la durée de cicatrisation, de la durée d'hospitalisation, et on verra que c'est un élément, cette notion de durée d'hospitalisation, qui est aussi importante, qui ouvre aussi la porte à ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, et aussi la facilitation des procédures de soins pour, bien sûr, les personnels qui sont formés à l'utilisation de ces appareils et des procédures. Alors, c'est réservé aux situations les plus difficiles, des gangrènes de Fournier, c'est-à-dire des situations de nécrose d'origine bactérienne avec des grands délabrements. C'est des facilites qui sont très délabrantes au niveau périnéal. Les exentérations pelviennes, lorsqu'elles sont en situation de désunion ou alors d'impossibilité de gérer par des lambeaux, ou lorsque justement ces lambeaux posent problème. Mais on a aussi des rapports au niveau bibliographique qui apportent une vision nouvelle par rapport à ces techniques, c'est-à-dire la notion de prévention. C'est-à-dire non pas de se dire d'attendre la complication, la désunion, mais de se dire trouvons une situation, une possibilité d'éviter ou de diminuer ces risques de complications. Et la vague thérapie, il y a des rapports dont je vous ai mis les références, semble être en capacité de réduire ces complications sous un mode de prévention, c'est-à-dire d'installer la vague thérapie directement au niveau de la cicatrisation primaire, de la suture primaire. Alors c'est quand même grévé de complications et parfois importantes, d'où la nécessité, en tout cas lors de la mise en place de l'affaire en milieu, on va dire, hospitalier, en tout cas sécurisé. C'est des fistules digestives qui vont jusqu'à 21% dans cette étude canadienne. Les hémorragies, ces hémorragies qui sont favorisées par le terrain, c'est-à-dire un terrain irradié, infectés, traumatisés, chez des patients sous anticoagulants, antiagrégants plaquettaires ou ayant des déficits de la coagulation. Des douleurs au pansement qui doivent être prévenues, des sténoses vestibulaires et aussi la récidive locale qui correspond à donc une contre-indication de l'utilisation de ces techniques lorsque les marges de sécurité histologiques sont insuffisantes. Alors il y a l'autre limitation, on va dire, en dehors de ces risques oncologiques, va être le coût. Ce sont des techniques coûteuses, l'appareillage et les consommables, avec des coûts qui se comptent en milliers d'euros. Cependant, en études médico-économiques, on a une réduction des coûts par rapport à la cicatrisation dirigée. Donc, dans cette étude de Lefranc, on voit que ces techniques de pression négative sont plus coûteuses dans la quasi-totalité des postes de budget de cette procédure, sauf pour l'hospitalisation, et le gain en termes d'hospitalisation est tellement important qu'il écrase toutes les autres postes de dépenses. Donc on a une technique coûteuse, mais qui, lorsque l'on prend l'ensemble des dépenses, représente une réduction des coûts de soins. Alors en termes d'évolution de ces techniques, il y a l'association de la vague thérapie à l'instillation avec humidification du lit lésionnel, par instillation cyclique de KCl avec contact avec la lésion et retrait, aboutissant à un nettoyage de la fibrine ou des tissus nécrotiques à la surface de la plaie, l'élimination de l'exudat épais et des éléments infectieux, une aide à la formation du tissu de granulation qui est, on va dire, un peu le moteur de la régénération tissulaire, et qui pourrait correspondre à une étape de transition entre la situation lésionnelle et la situation où on n'a besoin que de la vague thérapie. Donc ça semble apporter une amélioration au niveau de la prise de soins de ces désunions ou de ces lésions d'exentération,
mais cependant, on manque encore d'études de haut niveau de preuve. Alors si maintenant on quitte un peu ce cadre lésionnel qui est bien particulier de la désunion ou des délabrements pyrénéaux, et on s'attache plus à la qualité de la cicatrisation en termes mécaniques, on va dire que depuis de nombreuses approches ont été proposées, on va dire depuis l'Antiquité, probablement aussi avant, où on peut citer les plantes médicinales, les alginates avec notamment l'algine verte, les antiseptiques, dont on sait maintenant, on est en train de revenir sur cette notion, sachant que en tant que chirurgien, nous sommes grands consommateurs et utilisateurs d'antiseptiques avec la phobie du microbe, mais on sait maintenant qu'on a peut-être, avec cette notion qui émerge de biotopes, c'est-à-dire des alliés, des bactéries alliées, et que chercher l'asepsie rigoureuse n'est peut-être pas la clé, la solution de la prise en charge des plaies et des cicatrisations. Du charbon activé, le collagène, les facteurs de croissance aussi, et l'on reviendra aussi sur cette notion de facteurs de croissance sur aussi une nouvelle technique qui prend aussi à prendre en compte dans ces gestions de plaies dites pathologiques. Des enzymes protéolytiques, et pour les plus anciens, on se souviendra de l'utilisation du Pulvo 47 il y a encore quelques années où on mettait sur les épisiotomies ou les déchirures pour accélérer ou améliorer la cicatrisation. Le sulfadazine argentique, diverses méthodes de pansement, utilisant avec aussi le support de l'industrie des films hémiperméables, des hydrogels et aussi des compressions. Techniques que l'on retrouve au niveau périnéal, mais qu'on trouve aussi fréquemment dans d'autres localisations dans l'objectif d'améliorer la cicatrisation. Avec là aussi un certain foisonnement, mais avec le plus souvent des études ou des résultats avec un faible niveau de preuve, en tout cas ce qu'on recherche pour pouvoir appuyer ou certifier nos pratiques. Alors maintenant la lumière avec toutes ses formes, sachant que dans certains cas comme dans la radiofréquence on cherche plutôt l'aspect ondulatoire de la lumière, alors que dans le laser on va plutôt utiliser l'aspect corpusculaire, et la photo biomodulation que j'ai un petit peu attrait parce qu'elle ne cherche pas cet aspect énergétique de la lumière. Alors, dans la cicatrisation, notamment lorsqu'elle est dépressive, on va utiliser en aval, c'est-à-dire la cicatrisation, le processus de cicatrisation est abouti, et on se retrouve dans cette cicatrice qui peut être fibreuse, qui peut être dépressive, qui éventuellement douloureuse. Mais aussi, de plus en plus, on retrouve des propositions d'utiliser ces techniques de plus en plus près de la suture initiale, soit de quelques semaines, soit au moment du retrait de fil, c'est-à-dire entre 1 à 2 semaines, soit immédiatement, juste après la suture. Donc vraiment, suture, et à la fin de la suture, utilisation de ces techniques, utilisant la lumière et la photomodulation. Donc comment cela fonctionne? Des mécanismes, en tout cas qui ne sont pas clairement élucidés. La mauvaise qualité de la cicatrisation cutanée serait liée à la formation trop rapide du tissu fibreux, d'un tissu fibreux qui va empêcher le processus de réparation, de régénération et de cicatrisation physiologique. L'effet, on va dire, de toutes les techniques utilisant l'énergie de la lumière va être d'apporter un effet thermique dans le derme. Donc modulation de la réaction inflammatoire, avec en cascade modulation de l'activité des fibroblastes, de la stimulation de l'angiogénèse, augmentation de la synthèse de collagène, une amélioration esthétique de la qualité de la cicatrice, avec une accélération de cette dernière. Mais
notamment dans les phénomènes de photobiomodulation, un effet direct de la lumière sur certains contingents cellulaires avec production probablement de facteurs de croissance ou de modulation de cette réaction, des interactions qu'il peut avoir les cellules avec leur milieu ou les cellules entre elles. En termes de résultats, il y a plusieurs études rapportent un bénéfice sur l'utilisation des sources lumineuses. Cependant, le problème, c'est la variété des sources. On a donc LED, laser, radiofréquence, pulsé, non pulsé. Il y a toute on va dire une charrette de termes ou de techniques. Les doses utilisées, les longueurs d'onde utilisées, les protocoles utilisés et les traitements associés utilisés. Donc, il est difficile à ce moment-là de se dire où on va trouver un support, une réalité sur un résultat. Et le plus souvent de ces résultats, c'est l'industrie elle-même qui va vous proposer, avec évidemment, entre guillemets, cette suspicion du gros conflit d'intérêts qui a fait les scandales sanitaires des dernières années. Aussi, il y a aussi une lacune dans la connaissance de l'effet histologique sur parce que je vois cette étude de Shenz qui a vraiment fait l'application de la technique, fait des biopsies afin de voir ce qui se passe au niveau tissulaire, et on voit qu'il là aussi, selon la technique, il y a des effets histologiques différents selon les techniques utilisées. Donc vraiment, alors savoir maintenant, lorsque ces lésions, on va dire, ces images histologiques qui sont retrouvées, à quoi elles correspondent et quel va être leur effet sur la cicatrisation, mais aussi peut-être sur les complications liées à ces techniques à court, moyen terme, mais surtout peut-être à long terme. Et je parle vraiment là du domaine de la cicatrisation. Alors donc, en termes de résultats sur la cicatrice, vraiment maintenant se focaliser sur le périnée, de nombreux résultats sur la réduction de la douleur. On voit que sur cet élément-là, entre les patientes étant souvent, bien évidemment, leur témoin, sur la technique avant-après, j'ai mal, on fait la technique, j'ai plus mal ou j'ai moins mal. Il n'y a pratiquement aucune information sur la cicatrisation même, sur les qualités mécaniques de la cicatrisation et ou de l'aspect esthétique de cette cicatrisation. Alors j'ai trouvé un case report de l'utilisation du laser avec de la colle de fibrine dans le traitement avec succès d'une fissure recto-vaginale compliquant une épisiotomie. Donc on voit quand même c'est un segment très très restreint d'utilisation, très particulier, sur lequel on ne peut pas fonder toute une pratique. Il y a la photothérapie qui réduit les risques de complications épisiotomie, c'est-à-dire que là, on est aussi encore un autre versant de la prise en compte des complications, c'est-à-dire la prévention. Et selon cette étude, la photothérapie réduit les risques de complications lorsqu'elle est appliquée sur une épisiotomie qui n'est pas encore compliquée. Autre technique, la cryothérapie et la cicatrisation, avec cette fois-ci le froid, trouve des applications dans le traitement des cicatrices pathologiques, avec notamment sur les cicatrices hypertrophiques. Et le paradoxe, c'est que c'est dans l'étude que j'ai pu consulter, l'utilisation du froid apportait une amélioration dans les cicatrices hypertrophiques qui était supérieure à ce qu'il était avec l'utilisation de la lumière, qui, elle, agit par un effet thermique. L'efficacité contre la douleur, avec maintenant des systèmes spécifiquement conditionnés ou configurés pour être adaptés au positionnement au niveau du périnée, en insistant sur la bonne pratique, pas de contact direct avec la zone,
avec des temps limités pour le contact. Mais ça, en tout cas, sur la douleur, ça semble avoir une efficacité. Et on sait que maintenant, l'utilisation du froid, la cryothérapie sur la récupération tissulaire, la récupération musculaire est quelque chose maintenant d'admis sur bien d'autres localisations qu'au niveau périnéal. Donc on va dire que là, on a un support assez solide pour l'utilisation. Autre technique, l'amélioration de la cicatrisation par l'injection de plasma riche en plaquettes. Le périnée apparaît comme le périmètre d'utilisation de ce type d'injection dans le domaine de la cicatrisation est de plus en plus important. Sur de nombreux tissus, alors là on parle de cicatrices cutanées, mais on sait qu'au niveau des cartilages, ça semble une inefficacité, la régénération nerveuse, avec la notion qu'on est sorti de la vision des plaquettes comme un sac de produits liés à la coagulation, vers vraiment un contenu important de facteurs, de médiateurs cellulaires, avec les fibroblastes, avec les cellules de l'inflammation, avec les cellules nerveuses. On s'aperçoit que la plaquette est une sorte de trousse à outils multiple et incontournable pour la régénération et pour l'amélioration de la cicatrisation lorsqu'elle est pathologique. Donc il y a de rares, dans le domaine plus précisément de la gynécologie obstétrique, il y a de rares rapports sur la cicatrice de césarienne lorsque l'on a des éléments laissant suspecter que la cicatrice risque d'être pathologique, antécédents de cicatrices hypertrophiques notamment. L'injection préventive de plasma riche en plaquettes apporte une amélioration documentée au niveau de ces cicatrices. Par contre, au niveau du périnée, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Vous avez encore 5 minutes, parfait. C'est bon. Alors, c'est chronométré. Alors, en termes de conclusion, la qualité de la cicatrisation reste, du point de vue du chirurgien, encore dépendante de la bonne technique de suture. Il reste des éléments, bien sûr, individuels liés à la patiente, susceptibles de jouer un rôle important dans la qualité de cette cicatrisation. De nombreuses approches ont été proposées depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant sur comment améliorer la cicatrisation et aussi, lorsque la cicatrisation est pathologique, comment l'améliorer. Des approches adjuvantes plus récemment ont été proposées, la vague-thérapie, la lumière sous toutes ses formes, la cryothérapie, le plasma riche en plaquettes. Et il manque cependant des connaissances sur les mécanismes mis en jeu par ces techniques. L'étape suivante qui est annoncée, qui me paraît très alléchante au niveau, en tout cas du point de vue du chirurgien, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les techniques de bioprinting, c'est-à-dire carrément comme une sorte de Lego, se dire cette pièce, cette zone est pathologique, on va en construire une et qu'on va faire un échange standard. Mais ça, bien sûr, ça reste encore de la science-fiction, mais pour probablement un très proche avenir, avec des machines qui commencent à sortir ou qui ressemblent beaucoup à des imprimantes 3D, mais au lieu d'avoir du plastique, on aura du matériel biologique. En gynécologie obstétrique, les efforts se sont concentrés surtout sur le traitement de la douleur et de la cicatrice périnéale douloureuse, avec un certain succès, avec de nombreuses techniques, la radiofréquence, le massage. Le massage, on a des éléments très forts, des niveaux de preuve importants pour montrer que le massage améliore la douleur. Les questions de l'aspect de la cicatrice n'a pas été dans nos préoccupations premières, mais probablement ça doit changer, et surtout sur la demande des patientes. Et ne pas oublier, comme il a été déjà signalé, la prise en charge psychologique de ces cicatrices, qui sont pathologiques par leur caractère douloureux, et les conséquences notamment sur la vie des patientes. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci beaucoup pour ce topo. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous proposez pour les fistules? Les fistules, oui. Les fistules. Alors, classiquement, on va dire le chirurgien, il faut qu'il opère. Hein, donc, la fistule. Alors, il n'y a pas une fistule. Hein, chaque cas est différent. Le point de départ, le point d'arrivée, la largeur, le terrain, ces éléments à prendre en compte pour la prise en charge de la fistule. Pour des fistules, on va dire légères, on peut tenter un traitement d'attente en prévenant la patiente que ça va peut-être prendre de temps, mais on peut avoir des assèchements spontanés avec le temps de la fistule. Mais si des fistules qui sont constituées, il n'y a probablement pas d'autre solution que de la reprendre. J'ai donné aussi cet exemple-là d'une fistule qui a été prise en charge par de l'injection de fibrine et de l'utilisation de la photothérapie, de laser, pour exactement, pour la gestion. Alors après, comme je vous ai dit, on est un petit peu en train de lorgner sur ces techniques de bioprinting avec peut-être, comme je vous ai dit, on a une zone qui est pathologique, on l'enlève comme une pièce de Lego et on en met une neuve formée exactement comme il est nécessaire. Comme on voit avec de façon très impressionnante, ces machines qui nous font des impressions 3D en plastique. Peut-être quand je dis peut-être un jour, peut-être demain ou après-demain, c'est des choses qui vont très vite avec vraiment des imprimantes 3D biologiques. Mais classiquement, pour une fistule qui persiste, on va dire qu'il faut reprendre chirurgicalement. D'autres questions? Non? Bon, on va terminer là-dessus. Et puis, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, bonne fin de congrès, du coup.